Ils m'ont mise à la rue sans un sou le jour de mes 18 ans. 10 ans plus tard, après des années de silence et de galère, ils ont débarqué avec leurs valises en déclarant « Nous emménageons chez toi ». Ils s'attendaient à ce que je les accueille à bras ouverts, mais quand j'ai ouvert la porte, leurs sourires arrogants se sont effacés. Ils sont restés sans voix en voyant non pas leur fille soumise, mais une femme prête à se battre pour sa tranquillité, accompagnée de son avocate. Ce jour-là a marqué le début d'une guerre terrible, une guerre que je n'avais jamais voulu, mais que j'étais déterminée à gagner. Avant de vous raconter toute cette histoire en détail, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Tout a commencé le jour le plus heureux de ma jeune vie, ou du moins, ce qui aurait dû l'être. C'était en juin, à Beauvais, une petite ville où tout le monde se connaît. Le soleil brillait, une chaleur douce enveloppait les rues, et je tenais fièrement mon baccalauréat entre mes mains. J'avais 18 ans. J'étais pleine de rêves, d'espoir. Je me voyais déjà à l'université, loin de l'atmosphère pesante de la maison familiale, prête à construire mon propre avenir. Mes parents, Martine et Didier, étaient à la cérémonie. Ils souriaient pour les photos, jouaient leur rôle à la perfection. Mais leurs yeux restaient froids, distants. Je n'y ai pas prêté attention, trop absorbée par l'euphorie du moment. Quelle erreur naïve. Le retour à la maison a été brutal. L'ambiance festive s'est évaporée dès que la porte d'entrée s'est refermée. Mon père, Didier, s'est assis dans son fauteuil, le visage fermé. Ma mère, Martine, s'est adossée au mur de la cuisine, les bras croisés, un petit sourire en coin que j'avais appris à détester. C'était son sourire de « quelque chose de désagréable va se produire ». « Chloé, assieds-toi », a ordonné mon père d'une voix sans appel. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je me suis assise sur le bord du canapé, mon diplôme posé sur mes genoux comme un bouclier fragile. « Bon, a commencé ma mère, maintenant que tu as ton bac, tu es une adulte. Félicitations. Il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. » J'ai froncé les sourcils, confuse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je pensais parler des inscriptions à l'université ce soir. Mon père a eu un petit rire sec, un son dépourvu de toute joie. L'université ? Et qui va payer pour ça ? Certainement pas nous. Nous avons fait notre part. Nous t'avons nourri, logé, blanchi pendant 18 ans. Notre travail est terminé. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était un cauchemar. Mais, je ne peux pas avoir de bourse. Vous gagnez trop. C'est ce que le conseiller d'orientation a dit. Il a dit que vous deviez participer. C'est ton problème, pas le nôtre, a coupé ma mère, sa voix devenant tranchante comme du verre brisé. Tu es grande, maintenant. Débrouille-toi. Tu as 1 heure pour faire tes valises. 1 heure ? Mais, pour aller où ? Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. La panique montait dans ma gorge, m'étranglant. Les larmes me brûlaient les yeux. Didier s'est levé, sa silhouette massive me dominant. Ce n'est plus notre problème. La vie est dure, tu vas l'apprendre. C'est la meilleure leçon qu'on puisse te donner. Ma mère a ajouté avec un calme terrifiant, considère ça comme un cadeau de fin d'études. Je suis montée dans ma chambre, le cerveau vide, les membres tremblants. Je ne comprenais pas. Hier encore, nous parlions de mon avenir, de mes études. Était-ce une blague cruelle ? J'ai fourré mes vêtements dans 2 vieilles valises, mes quelques livres, les photos de mes amis. Chaque objet était un souvenir d'une vie qui venait de s'achever. Quand je suis redescendue, 50 minutes plus tard, il m'attendait près de la porte. Il n'avait pas bougé. Mon père a pris mes valises sans un mot. J'ai cru, pendant une seconde insensée, qu'il allait m'aider, me conduire quelque part. Mais il a ouvert la porte d'entrée et a marché jusqu'au trottoir. Et là, sous le regard médusé de Madame Dubois, notre voisine qui arrosait ses géraniums, il a jeté mes valises sur le bitume. Le bruit sourd de mes affaires heurtant le sol a résonné en moi comme un coup de fusil. Je suis restée figée sur le seuil. Ma mère s'est approchée de moi. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a juste posé sa main sur mon épaule, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ma peau,
et a murmuré « Bonne chance, Chloé. Ne nous appelle pas. » Puis elle m'a doucement poussé dehors et a refermé la porte. Le déclic de la serrure a été le son le plus final, le plus solitaire que j'ai jamais entendu. J'étais là, sur le trottoir, au milieu de la rue où j'avais grandi. Mon diplôme, oublié sur le canapé, était devenu un morceau de papier sans valeur. La voisine a détourné le regard, gênée. Personne n'est venu m'aider. J'étais seule. Totalement et absolument seule. Le soleil de juin me paraissait soudain glacial. La fierté que j'avais ressentie une heure plus tôt s'était transformée en une onde brûlante, en une terreur pure. Il m'avait abandonnée. Jeté comme un déchet. Debout sur ce trottoir, avec mes rêves brisés dans 2 valises, je me suis fait une promesse. Je survivrai. Je leur prouverai qu'ils avaient eu tort. Mais je n'aurais jamais pu imaginer comment, des années plus tard, ce passé viendrait frapper à ma porte de la manière la plus cruelle qui soit. Les premières nuits ont été les plus dures. La première, je l'ai passée chez mon amie d'enfance, Sarah. Ses parents m'ont accueilli avec pitié, mais leur regard était lourd de questions. Je ne pouvais pas leur imposer ma présence. Après 3 jours, j'ai trouvé une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits, à l'autre bout de la ville. Les murs étaient tachés d'humidité, il y avait une petite lucarne qui donnait sur un mur de briques, et les toilettes étaient sur le palier. C'était tout ce que je pouvais me permettre avec le peu d'argent que j'avais économisé en faisant des babysitting. Ce trou à rats est devenu mon premier vrai chez moi. La survie est devenue mon unique objectif. J'ai trouvé un travail de serveuse dans un café du centre-ville, puis un deuxième comme femme de ménage le matin très tôt dans des bureaux. Je dormais 4, parfois 5 heures par nuit. Mon corps me faisait mal en permanence. Je me nourrissais de pâtes et de pain de mie. Chaque euro était compté, chaque dépense était pesée. La faim, le froid, la solitude sont devenus mes compagnons constants. Parfois, le soir, épuisé dans mon lit minuscule, je scrollais sur les réseaux sociaux. Et je les voyais. Mes parents. Martine et Didier. Ils postaient des photos de leurs vacances en Espagne, un grand sourire aux lèvres, un cocktail à la main. Sur une photo, ma mère portait un nouveau collier. Ce collier valait probablement 3 mois de mon loyer. Je regardais ces images, le ventre vide et le cœur en miettes, et une rage froide me submergeait. Une rage qui est devenue mon carburant. Ils ne m'ont jamais appelé. Pas une seule fois. Pour eux, je n'existais plus. Cette indifférence totale était presque pire que l'acte de m'avoir chassée. Ils ne se souciaient pas de savoir si j'étais vivante ou morte, si j'avais un toit sur la tête ou de quoi manger. J'étais un fardeau dont ils s'étaient débarrassés. Alors, j'ai cessé d'espérer. J'ai cessé d'attendre un appel qui ne viendrait jamais. Et j'ai commencé à me battre, pour moi et pour personne d'autre. Chaque pourboire, chaque euro économisé était mis de côté. Après 2 ans de ce régime infernal, j'avais assez d'argent pour m'inscrire à une formation en marketing en cours du soir. C'était un pari risqué. Je devais réduire mes heures de travail et vivre sur encore moins, mais je savais que c'était ma seule porte de sortie. Pendant 1 an, ma vie n'a été que travail, études et sommeil. J'ai failli abandonner une dizaine de fois. Mais l'image de leur sourire en vacances revenait toujours me hanter et me donnait la force de continuer. Et puis, un jour, la chance a tourné. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai postulé pour un poste d'assistante marketing dans une entreprise à Lille. Contre toute attente, j'ai été prise. Quitter Beauvais a été une libération. C'était laisser derrière moi les fantômes de mon passé, les regards des gens qui connaissaient mon histoire. À Lille, j'ai recommencé à zéro. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai gravi les échelons. Assistante, puis chargée de projet, puis responsable marketing. J'ai loué un petit appartement, puis un plus grand. Il y a 2 ans, j'ai réalisé le rêve de ma vie, j'ai acheté mon propre appartement. Un bel F3 avec un petit balcon, dans un quartier calme. Ce n'était pas un palace, mais c'était le mien. Chaque mur, chaque meuble, chaque plante représentait des années de sueur et de sacrifice. C'était mon sanctuaire, le symbole de ma victoire sur le sort qu'on m'avait imposé. J'avais 28 ans. Une carrière, des amis, un chez-moi. J'avais construit une vie solide, une vie dont j'étais fière.
Je ne pensais plus à mes parents. Ou plutôt, j'avais appris à vivre avec leur absence. La blessure était toujours là, mais elle était recouverte d'une épaisse cicatrice. Je me sentais en sécurité. Je pensais que le chapitre avec mes parents était clos pour de bon. C'est alors que, un mardi soir pluvieux, alors que je préparais mon dîner en écoutant de la musique, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Une voix mielleuse que je ne connaissais que trop bien a fait basculer mon monde une seconde fois. Allô, Chloé? C'est maman. Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant. Seul le bruit des légumes qui grésillaient dans ma poêle me rappelait que la vie continuait. Maman. Ce mot sonnait étranger, presque absurde dans sa bouche. 10 ans. 10 ans sans un appel, sans un message, sans une carte d'anniversaire. Et soudain, ce « maman », comme si nous nous étions parlé la veille. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je réussi à articuler, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle a eu un petit rire, comme si ma froideur l'amusait. « Oh, ne sois pas comme ça, ma chérie. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. On a appris que tu avais bien réussi à Lille. Ton père et moi, on est si fiers de toi. » La fierté. Le mot m'a frappé comme une gifle. Fier de quoi? De la survie que leur cruauté m'avait imposée? Une colère glaciale a commencé à monter en moi. Vous n'avez pas le droit d'être fier. Vous n'avez rien à voir avec ma vie. Allons, ne sois pas si amer, a-t-elle continué, son ton douce recommençant à s'effriter pour laisser place à une pointe d'impatience. La famille, c'est la famille. Et justement, à ce propos, nous avons une grande nouvelle. Ton père et moi, nous avons vendu la maison de Beauvais. J'ai attendu, sentant le piège se refermer. Et alors? Et alors, nous allons emménager chez toi. N'est-ce pas merveilleux? On va enfin pouvoir rattraper le temps perdu. J'ai cru que j'allais m'étouffer. L'audace. L'arrogance absolue de cette phrase. Il ne demandait pas, il annonçait. Comme si c'était leur droit le plus strict. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Absolument pas. Il n'en est pas question. Vous n'allez pas emménager ici. Jamais. Le ton de Martine a changé instantanément. Le vernis sucré a craqué, révélant la femme dure et égoïste que je connaissais. Comment ça, il n'en est pas question? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Nous sommes tes parents. Nous n'avons plus de maison. Et à qui la faute, ai-je rétorqué. Ce n'est pas mon problème. Vous vous êtes débrouillé pour me mettre à la porte, vous pouvez bien vous débrouiller pour trouver un autre endroit où vivre. C'est là qu'elle a sorti la phrase qui a tout déclenché. Elle a ricané, un son méprisant qui a traversé le téléphone. Oh, ma pauvre chérie. Tu crois vraiment que tu as le choix? Alors, on va tout simplement débarquer. Tu as tellement de place. On arrive demain. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante de rage et de dégoût. On va tout simplement débarquer. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Ils n'avaient pas changé. Ils étaient toujours les mêmes monstres d'égoïsme, incapables de voir le monde autrement qu'à travers leurs propres besoins. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus la jeune fille de 18 ans, terrifiée et seule. Mon premier réflexe a été d'appeler la police, mais que pouvais-je leur dire? Mes parents menacent de venir vivre chez moi? Ils m'auraient ri au nez. Non, il me fallait une autre approche. Une approche plus intelligente, plus forte. Le lendemain matin, au lieu de céder à la panique, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché « avocat droit de la famille Lille ». Le premier nom qui est apparu était celui de Maître Dubois. J'ai pris rendez-vous pour midi. Dans son bureau, j'ai tout déballé. L'abandon, les années de silence, l'appel de la veille. Je lui ai montré les photos de leurs vacances pendant que je crevais de faim. Maître Dubois, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit, « Ils n'ont aucun droit. Votre appartement est à vous. Mais ça ne les empêchera pas d'essayer de vous pourrir la vie. Soyez prête. » Elle m'a expliqué les démarches à suivre, les mots à utiliser. Je suis sortie de son bureau avec un plan, avec une armure. Je suis rentrée chez moi le soir,
le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas s'ils mettraient leur menace à exécution. Et puis, vers 19 heures, l'interphone a sonné. Je me suis approchée, et sur le petit écran, je les ai vus. Martine et Didier. Avec 4 grosses valises. Ils souriaient, l'air victorieux, persuadés que leur simple présence suffirait à me faire plier. J'ai pris une grande inspiration. J'ai appelé Maître Dubois en urgence. Ils sont là. Elle m'a répondu, j'arrive. Ne leur ouvrez surtout pas avant que je sois là. L'attente a été la plus longue de ma vie. Je les entendais sonner encore et encore. Finalement, Maître Dubois est arrivé. Nous sommes descendus ensemble. Quand j'ai ouvert la porte de l'immeuble, le sourire suffisant de ma mère s'est figé. Derrière moi, dans l'encadrement de la porte, se tenait Maître Dubois, une mallette à la main, l'air aussi implacable qu'un juge. Mon père a froncé les sourcils, décontenancé. Le spectacle ne faisait que commencer. C'est à ce moment précis que j'ai compris que la guerre était déclarée. Mettez-vous à ma place. Que auriez-vous fait? Auriez-vous cédé face à une telle audace? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de lire vos réactions. Le silence sur le paillasson était glacial. Mon père, Didier, a été le premier à réagir, sa confusion se muant en irritation. C'est qui, elle, a-t-il grogné en désignant Maître Dubois. C'est mon avocate, ai-je répondu d'une voix que je m'efforçais de garder stable. Ma mère, Martine, a éclaté d'un rire forcé. Ton avocate? Ne sois pas ridicule, Chloé. On n'est pas là pour un procès, on est là pour voir notre fille. Fais-nous entrer, on est fatigué. Maître Dubois s'est avancé d'un pas, madame, monsieur, a-t-elle commencé d'un ton professionnel et sans chaleur, ma cliente, mademoiselle Chloé Durand, vous a déjà informé qu'elle ne souhaitait pas vous recevoir. Vous n'êtes pas les bienvenus dans sa propriété. Je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Le visage de ma mère s'est décomposé. L'incrédulité a laissé place à une fureur contenue. Propriété? Mais nous sommes ses parents. Nous avons des droits. Absolument aucun, a rétorqué l'avocate. Légalement, vous n'êtes rien de plus que des étrangers qui se présentent à son domicile sans y avoir été invités. Si vous insistez, nous serons contraintes d'appeler la police pour tentative de violation de domicile. Mon père a fait un pas vers moi, essayant de changer de tactique. Il a pris un air paternel et peiné. Chloé, mon enfant. Ne nous fais pas ça. On a eu des problèmes. On a juste besoin d'un coup de main. On est une famille, après tout. Une famille, ai-je répété, le mot me brûlant les lèvres. Où était cette famille, quand je dormais dans une chambre de 9 mètres carrés et que je sautais des repas? Où était-elle quand je pleurais de solitude et d'épuisement? Une famille ne fait pas ça. Ils n'ont pas eu de réponse. Vaincus, mais pas résignés, ils ont fini par attraper leurs valises et sont repartis, me lançant des regards noirs chargés de promesses de vengeance. Ce soir-là, j'ai cru avoir gagné une bataille. En réalité, je n'avais fait que déclencher les hostilités. Une semaine plus tard, la véritable offensive a commencé. C'était insidieux, vicieux. Ils n'attaquaient plus de front, mais par les flancs. Ma mère a commencé son travail de sape. Elle a appelé toute la famille, un par un. Ses sœurs, ses cousins, mes oncles, mes tantes. À chacun, elle a servi la même histoire, entrecoupée de sanglots pathétiques. L'histoire de la pauvre mère abandonnée par sa fille unique, une fille devenue riche et égoïste, qui les laissait à la rue alors qu'ils étaient vieux et sans ressources. Puis, le téléphone a commencé à sonner. C'était tante Isabelle, la sœur de ma mère. C'était ma tante préférée, celle qui me glissait des bonbons en cachette quand j'étais petite. Sa voix, habituellement si douce, était dure et accusatrice. Chloé, j'ai eu ta mère au téléphone. Je suis tellement déçue. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Ils t'ont élevée, ils t'ont tout donné. J'ai essayé de me défendre, de lui expliquer la vérité. Tante Isabelle, ce n'est pas comme ça. Ils m'ont mise à la porte à 18 ans, Elle m'a coupée. Ta mère m'a tout expliqué. Vous vous êtes disputés, comme tous les parents et leurs enfants. Mais ce n'est pas une raison pour les jeter comme des malpropres. C'est ton devoir de les aider.
L'argent t'a changé. Je ne te reconnais plus. Elle a raccroché avant que je puisse dire un mot de plus. J'ai fixé le téléphone, le cœur en 1000 morceaux. Perdre le respect de ma tante Isabelle a été plus douloureux que n'importe quelle parole de mes parents. C'était une trahison profonde, orchestrée par ma propre mère. J'ai compris qu'elle ne cherchait pas seulement à m'atteindre moi, mais à m'isoler, à détruire mon système de soutien, à me faire passer pour le monstre aux yeux de ceux que j'aimais. Les jours suivants, j'ai reçu des messages haineux de cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans. « J'espère que tu n'auras jamais d'enfant », disait l'un. « Tu ne mérites pas de famille », disait un autre. J'étais devenue la paria, la fille ingrate. La toile du mensonge de ma mère était terriblement efficace. Elle me dépeignait comme une enfant gâtée qui avait réussi grâce à eux et qui leur tournait le dos maintenant qu'ils étaient dans le besoin. La vérité, ma vérité, était étouffée sous une montagne de calomnies. Je me sentais seule, assaillie de toutes parts. J'ai bloqué les numéros, ignoré les messages. Mais je sentais le filet se resserrer autour de moi. Ils avaient réussi à empoisonner mes racines familiales. Et leur prochaine cible était la seule chose qui me restait, la chose que j'avais construite de mes propres mains, ma carrière, mon gagne-pain. La première attaque contre ma vie professionnelle a été discrète, mais calculée. Un après-midi, mon patron, Monsieur Dubois, m'a convoqué dans son bureau. C'est un homme juste, mais très à cheval sur l'image de l'entreprise. Il avait l'air perplexe. « Chloé, asseyez-vous. J'ai reçu un appel un peu étrange aujourd'hui. Une femme qui se présentait comme votre mère. » Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui arrivait. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» ai-je demandé, la voix blanche. Elle m'a raconté une histoire assez confuse, que vous refusiez de l'aider, qu'elle était à la rue. Elle a insinué que vous aviez des problèmes de stabilité émotionnelle. Écoutez, je ne me mêle pas de la vie privée de mes employés, mais je dois vous demander de régler ça. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de drame au bureau. J'ai senti la honte m'envahir. J'ai assuré à mon patron que c'était une situation familiale compliquée et que je ferais en sorte que cela ne se reproduise plus. Il a semblé me croire, mais une graine de doute avait été plantée. Je suis retournée à mon bureau, humiliée, me sentant sale. Ils avaient franchi une nouvelle limite, en s'attaquant à ma réputation, à ma source de revenus. Mais ce n'était qu'un avant-goût. La véritable escalade a eu lieu une semaine plus tard. Nous avions une réunion cruciale avec un client très important, un contrat qui pouvait changer la donne pour notre département. J'étais en pleine présentation, tout se passait à merveille. Soudain, j'ai entendu des éclats de voix dans le couloir, puis la porte de notre salle de réunion s'est ouverte brutalement. C'étaient eux. Martine et Didier. Ils avaient l'air débraillés, le visage marqué par la colère. Ma mère a pointé un doigt accusateur vers moi. La voilà. La voilà, ma fille qui nous laisse mourir de faim. Mon client a sursauté. Mes collègues étaient pétrifiés. Mon patron s'est levé, le visage rouge de fureur. Qui êtes-vous? Sortez d'ici immédiatement. Nous sommes ses parents, a hurlé mon père. Nous voulons juste parler à notre fille qui nous a abandonnés. C'était un chaos total. La sécurité est arrivée et a dû les escorter de force hors du bâtiment. Ils criaient des insultes, des mensonges. La scène a duré peut-être 2 minutes, mais pour moi, elle a semblé durer une éternité. La réunion a été annulée, le client est parti, visiblement choqué. Mon monde professionnel venait de s'effondrer sous mes yeux. Je suis restée assise, incapable de bouger, le regard vide. Ma collègue et amie, Sophie, a posé une main sur mon épaule. Chloé, ne les écoute pas. On sait que ce sont des fous. Son soutien m'a fait un bien fou, mais le mal était fait. Plus tard, dans le bureau de mon patron, l'ambiance était lourde. Chloé, a-t-il dit d'une voix fatiguée, je vous crois. Je vois bien que vous êtes la victime. Mais comprenez ma position. C'est un désastre pour l'image de l'entreprise. Le conseil d'administration est informé. Votre poste est en danger. Le sol a de nouveau tremblé sous mes pieds. Ils étaient en train de réussir. Ils détruisaient ma vie, brique par brique. La famille, les amis, et maintenant le travail. Tout ce pourquoi j'avais lutté si durement.
Je suis rentrée chez moi ce soir-là, non pas en colère, mais terrifiée. J'avais l'impression d'être prise au piège, sans issue. Il ne s'arrêterait pas tant que je ne serais pas revenue au même point qu'à 18 ans, seule, sans rien, et à leur merci. Assise dans le noir de mon salon, le visage en feu, j'ai réalisé que j'étais au bord du gouffre. J'ai compris que la simple défense ne suffisait plus. Je devais contre-attaquer, utiliser les mêmes armes qu'eux, la loi, pour les arrêter. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de subir et de commencer à me battre. Mais ce qui allait suivre dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Après le fiasco à mon bureau, j'ai passé le week-end dans un état d'anxiété permanent. Chaque sonnette, chaque appel d'un numéro inconnu me faisait sursauter. J'avais l'impression d'être assiégée dans ma propre maison. J'ai appelé Maître Dubois le lundi matin. Elle était furieuse en apprenant l'incident. C'est du harcèlement caractérisé, m'a-t-elle dit. Nous allons déposer une main courante. Mais ils vont probablement essayer autre chose avant. Soyez sur vos gardes. Elle ne croyait pas si bien dire. Le mardi soir, alors que je regardais distraitement la télévision, essayant de chasser les pensées sombres, on a sonné à ma porte. Pas à l'interphone, mais directement à ma porte. Mon sang s'est glacé. J'ai marché à pas de loup et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur a raté un battement. C'étaient eux, Martine et Didier. Mais ils n'étaient pas seuls. À côté d'eux se tenait un policier en uniforme. J'ai senti une vague de nausée me submerger. Quelle nouvelle machination avait-il inventée? J'ai pris une profonde inspiration, me remémorant les conseils de mon avocate, rester calme, ne montrer aucune émotion, s'en tenir aux faits. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité bien en place. Le policier, un homme d'une quarantaine d'années à l'air las, m'a adressé un signe de tête polie. Bonsoir madame. Je suis le brigadier chef Martin. Ces personnes, dit-il en désignant mes parents, affirment être les propriétaires de cet appartement et soutiennent que vous les avez expulsés illégalement. J'ai failli éclater de rire, mais c'était un rire amer, un rire de désespoir. Ils osaient. Ils osaient tout. C'est absolument faux, monsieur l'agent. Ils mentent. Cet appartement est ma propriété. Mon père a immédiatement enfilé son masque de victime. Il s'est affaissé, a pris un air abattu. Agent, nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes vieux, nous n'avons plus de maison, plus d'argent. C'est notre propre fille, elle nous a mis dehors. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester. Ma mère a sorti le grand jeu. Elle a porté une main à son visage et a fait semblant d'essuyer une larme invisible. Notre propre chair et notre propre sang refusent de nous laisser entrer. Nous avons dormi dans notre voiture cette nuit. Le mensonge était si énorme, si parfaitement livré, que pendant une seconde, une partie de moi a presque douté. Je me suis tournée vers le policier, ignorant complètement mes parents. Monsieur l'agent, ces personnes sont mes parents biologiques, c'est un fait. C'est également un fait qu'ils m'ont mise à la porte le jour de mes 18 ans, sans un centime. Ils ont coupé tout contact pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes d'argent. C'est ma maison, je l'ai achetée avec mon propre argent, après des années de travail acharné. Le policier a froncé les sourcils, visiblement pris entre deux feux. Il a soupiré. Madame, avez-vous un titre de propriété ou tout autre document qui puisse prouver vos dires? Bien sûr, ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais absolument pas, donnez-moi juste une seconde. J'ai refermé la porte, laissant le policier avec eux sur le palier. J'ai couru vers mon bureau, les mains tremblantes, et j'ai sorti le dossier que Maître Dubois m'avait conseillé de préparer. Dedans, il y avait l'acte de vente de l'appartement à mon nom, mes dernières quittances de charges de copropriété, mes factures d'électricité. J'ai tout pris et je suis retournée à la porte. J'ai passé les documents par l'entrebâillement. Le policier les a examinés attentivement, un par un, sous la lumière blafarde du couloir. Le silence était tendu. Mes parents me foudroyaient du regard. Après ce qui m'a semblé une éternité, l'agent a levé la tête et m'a rendu mes papiers. Puis, il s'est retourné vers mes parents. Selon ces documents, Madame est l'unique propriétaire de ce bien, a-t-il déclaré d'un ton officiel. Vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. Ma mère a poussé un cri d'orfraie,
comme si elle était la plus grande victime de l'histoire de l'humanité. Mais nous sommes ses parents. On n'a nulle part où aller. Il n'y a pas une loi pour ça? Le policier s'est frotté le front, visiblement à bout de patience. Madame, ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. Je comprends que votre situation soit difficile, mais vous ne pouvez pas forcer votre fille à vous héberger. Vous commettez un acte de harcèlement. Je vous demande maintenant de quitter cet étage et de ne plus importuner madame. Le visage de mon père s'est assombri. Toute trace de fausse tristesse avait disparu, laissant place à une haine pure. Il m'a regardé comme si j'étais la pire des vermines. Tu vas vraiment nous laisser souffrir comme ça? J'ai soutenu son regard, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur. Juste une immense lassitude et une froide détermination. Comme vous m'avez laissé souffrir, moi? Le silence qui a suivi était une réponse en soi. Le policier s'est raclé la gorge. Vous devez partir maintenant, sinon je serai obligé de vous verbaliser pour trouble à l'ordre public. Le visage de ma mère s'est tordu de rage. Elle a craché un mot, un seul, petite ingrate. Ça suffit, madame. Partez, a ordonné le policier d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont tourné les talons et sont repartis vers l'ascenseur, battus mais non vaincus. Je les ai regardés s'éloigner, le visage tordu par la haine. Une petite victoire, certes, mais je sentais au fond de moi que ce n'était qu'un round dans un combat bien plus long et plus sale. Et j'avais terriblement raison. Après l'intervention de la police, j'ai eu droit à une semaine de répit. Un calme étrange, presque angoissant. Pas d'appel, pas de visite. Je savais que c'était le calme avant la tempête. Il n'était pas du genre à abandonner, surtout après une humiliation publique. J'ai profité de cette accalmie pour prendre des mesures. Sur les conseils de Maître Dubois, j'ai fait changer la serrure de ma porte d'entrée pour un modèle de haute sécurité. C'était une dépense que j'aurais préféré éviter, mais la tranquillité d'esprit n'avait pas de prix. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Une semaine plus tard, jour pour jour, je suis rentré du travail plus tard que d'habitude. J'étais épuisé par une longue journée de réunion. En arrivant devant ma porte, j'ai inséré ma nouvelle clé dans la serrure. Elle a tourné dans le vide. Confuse, j'ai réessayé. Rien. C'est alors que j'ai remarqué les fines éraflures sur le bois autour du cylindre. Et j'ai vu que la porte n'était pas complètement fermée. Elle était juste poussée. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cœur s'est mis à battre si fort dans ma poitrine que je l'entendais dans mes oreilles. Quelqu'un était entré. Ou quelqu'un était encore à l'intérieur. J'ai sorti mon téléphone, prête à composer le 17. J'ai poussé la porte doucement, d'un millimètre à la fois. Le silence. Un silence anormal. Je suis entrée dans mon propre appartement comme une voleuse, sur la pointe des pieds. Le salon était un spectacle de désolation. Les tiroirs du buffet avaient été arrachés et leur contenu vidé sur le sol. Les coussins de mon canapé étaient éventrés, la mousse blanche s'échappant comme des entrailles. Mon magnifique téléviseur, celui que je m'étais offert après ma dernière promotion, gisait par terre, l'écran réduit en une mosaïque de verre brisé. Ils n'avaient pas cherché à voler. Ils avaient cherché à détruire, à souiller mon espace, mon sanctuaire. Puis, j'ai entendu un bruit. Un léger bruit de vaisselle venant de la cuisine. La colère a submergé la peur. Une colère rouge, primitive. J'ai attrapé la seule chose qui me tombait sous la main, le tisonnier en fer forgé de la petite cheminée décorative. Je me suis avancé vers la cuisine, le cœur au bord des lèvres, le tisonnier serré dans ma main moite. Ils étaient là. Martine et Didier. Ils n'étaient pas en train de voler mes bijoux ou mon argent. Ils étaient assis à ma table de cuisine, en train de manger mes restes de la veille directement dans les boîtes en plastique. Comme s'ils étaient chez eux. Comme si le chaos qu'ils venaient de créer dans mon salon n'existait pas. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je hurlé, ma voix brisée par l'incrédulité et la fureur. Ma mère a sursauté, l'air presque comique avec une nouille qui pendait de sa bouche. Elle a eu le culot de paraître offensée. On avait faim. On avait besoin de nourriture. Et ça, ai-je crié en désignant le carnage dans le salon d'un geste large. C'était pour l'apéritif ?
Mon père a posé sa fourchette et a croisé les bras, l'air arrogant. On récupérait ce qui nous appartient. On a payé pour une partie de ces meubles quand tu t'es installé. C'était un mensonge éhonté. Il ne m'avait jamais donné un seul centime. J'ai vu rouge. C'en était trop. C'était l'ultime violation. J'ai levé mon téléphone, j'ai activé la caméra et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Vous avez 10 secondes pour sortir de chez moi avant que j'appelle la police et que je leur envoie cette vidéo. 10, 9. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Tu ne ferais pas ça. Pas à tes propres parents. 8, 7, essayez-moi, ai-je dit d'une voix glaciale. Elle a laissé tomber la boîte de nourriture qui s'est écrasée sur le sol. Mon père l'a attrapée par le bras. On s'en va. Viens. Ils se sont levés et se sont dirigés vers la sortie, marchant au milieu des débris qu'ils avaient créés. Mais avant de franchir la porte, ma mère s'est retournée. Elle s'est approchée de moi jusqu'à ce que je puisse sentir son haleine aigre. Et elle a murmuré, d'une voix sourde et venimeuse, une voix que je n'oublierai jamais, « Tu vas le regretter ». Puis ils sont partis, me laissant seul au milieu de mon appartement saccagé, le cœur battant à tout rompre. Je savais que ce n'était pas une simple menace. C'était une promesse. Debout au milieu de mon refuge violé, j'ai compris qu'ils avaient franchi une nouvelle ligne. Ce n'était plus du harcèlement, c'était une guerre. Et le prochain assaut est arrivé plus vite et plus fort que je ne l'aurais cru. Le saccage de mon appartement a été un électrochoc. La peur s'est transformée en une détermination froide et dure. J'ai immédiatement appelé la police, qui est venue constater les dégâts et les fractions. Bien sûr, mes parents ont nié en bloc quand ils ont été interrogés, prétendant que j'avais tout inventé pour leur nuire. Sans preuve formelle de leur présence, c'était leur parole contre la mienne. Le policier a été honnête, étant donné les liens familiaux, un procureur hésitera à poursuivre. Mais nous ajoutons tout cela à leur dossier. Ce n'était pas suffisant. Le lendemain, j'ai dépensé une petite fortune pour sécuriser mon domicile. Non seulement j'ai fait réparer la porte et installer une serrure encore plus robuste, mais j'ai aussi fait poser un système d'alarme complet, avec des détecteurs de mouvement et des caméras de surveillance couvrant l'entrée et les pièces principales. Je transformais ma maison en forteresse, mais je n'avais pas le choix. Je ne me sentais plus en sécurité nulle part. 2 semaines ont passé. 2 semaines de fausse tranquillité, pendant lesquelles je sursautais au moindre bruit, vérifiant compulsivement les images de mes caméras sur mon téléphone, même au milieu de la nuit. Et puis, l'inévitable s'est produit. J'étais en pleine réunion au bureau, un lundi après-midi. Mon téléphone, posé sur la table, a vibré. Une notification de l'application de sécurité, mouvement détecté, porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai murmuré des excuses à mes collègues et je suis sorti de la salle, les mains moites. J'ai ouvert l'application. Et je les ai vus. En direct, sur l'écran de mon téléphone. Mes parents étaient là, sur mon palier. Mais cette fois, ils avaient un complice. Un homme avec une grosse boîte à outils. Un serrurier. Ma mère lui parlait avec de grands gestes, le visage déformé par une fausse tristesse, lui racontant sans doute une histoire larmoyante sur comment elle avait perdu ses clés. Mon père se tenait derrière, les bras croisés, impatient. Ils essayaient de rentrer. Encore. En plein jour. J'ai senti la panique monter, mais je l'ai repoussée. Il fallait que je garde mon sang-froid. J'ai fait 2 choses simultanément. D'une main, j'ai composé le 17. J'ai expliqué la situation d'une voix basse mais urgente, précisant qu'une tentative d'effraction était en cours, que les suspects étaient les mêmes que pour les incidents précédents et que tout était filmé en direct. De l'autre main, j'ai activé la fonction haut-parleur bidirectionnel de ma caméra. Ma voix, métallique et déformée, a retenti sur le palier. Ceci est une propriété privée. Partez immédiatement ou vous serez arrêté. La police est en route. Le serrurier a sursauté comme s'il avait été électrocuté. Il a regardé autour de lui, paniqué. Ma mère lui a fait signe de ne pas s'inquiéter. Ne l'écoutez pas. C'est notre maison, c'est notre fille qui est folle, elle nous a exclus. Mon père a aboyé sur le pauvre homme, faites votre travail. On vous paie pour ça.
Non, a dit le serrurier en reculant et en rangeant ses outils. Je ne touche pas à ça. C'est trop bizarre votre histoire. C'est à ce moment-là que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 policiers en sont sortis. Le serrurier a levé les mains en l'air. Je vous jure, je ne savais pas. Ils m'ont dit qu'ils étaient les propriétaires. Les policiers n'ont même pas écouté ses explications. Ils se sont dirigés droit sur mes parents. Madame, monsieur, veuillez nous suivre. Et là, sur l'écran de mon téléphone, j'ai assisté à une scène que je n'aurais jamais cru voir de ma vie. J'ai vu un policier passer les menottes aux poignets de ma mère. Puis à ceux de mon père. La réaction de ma mère a été théâtrale. Elle s'est mise à hurler comme si on l'égorgeait. C'est insensé. Lâchez-moi. Nous sommes ses parents. Nous avons des droits. Le policier est resté de marbre. Vos droits s'arrêtent là où la loi commence, madame. Et vous venez de la franchir allègrement. Je les ai regardés se faire emmener, disparaître dans l'ascenseur. J'ai coupé la vidéo. Je suis retournée dans la salle de réunion, je me suis rassise, et j'ai dit, excusez-moi. Où en étions-nous? Mes collègues m'ont regardé avec un mélange de choc et d'admiration. Voir leur visage déformé par la rage dans la voiture de police m'a apporté un immense soulagement. Je pensais, naïvement, que c'était enfin la fin. Que la justice avait enfin fait son travail et qu'ils allaient me laisser tranquille. Mais j'avais sous-estimé leur capacité de nuisance. La vraie bataille, la plus vicieuse, allait se jouer non pas devant ma porte, mais dans un tribunal. L'arrestation de mes parents n'a été qu'un court intermède. Ils ont été relâchés après quelques heures, avec une convocation au tribunal pour tentative d'effraction. Loin de les calmer, cette humiliation publique a décuplé leur rage. Ils ont décidé de passer à l'étape supérieure, m'attaquer sur le plan légal, de la manière la plus absurde qui soit. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un courrier recommandé. Une assignation à comparaître devant le tribunal des affaires familiales. En lisant le document, j'ai cru à une mauvaise blague. Mes parents, Martine et Didier, me poursuivaient en justice. Le motif était sidérant. Ils demandaient au juge de leur accorder un « droit de résidence » à mon domicile, arguant qu'en tant que parents âgés et sans ressources, j'avais une obligation alimentaire, qui devait se traduire par un hébergement. En d'autres termes, ils essayaient de faire valoir qu'en vertu du lien de sang, ils avaient un droit automatique à vivre chez moi. J'ai immédiatement apporté la lettre à Maître Dubois. Elle l'a lue et a eu un petit rire sec. C'est du délire, a-t-elle dit. Juridiquement, leur plainte ne tient pas une seconde. L'obligation alimentaire existe, mais elle se traduit généralement par une aide financière, et seulement si le besoin est prouvé et si les enfants ont les moyens. Elle n'a jamais, au grand jamais, inclus un droit de squatter le domicile de ses enfants. Leur avocat le sait pertinemment. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous intimider, de vous épuiser financièrement et moralement pour que vous cédiez et que vous acceptiez un arrangement à l'amiable. Pas question, ai-je répondu, les dents serrées. On va se battre. Les semaines qui ont précédé l'audience ont été un enfer psychologique. Ils ont utilisé ce temps pour redoubler d'efforts dans leur campagne de diffamation, se positionnant comme les pauvres victimes traînées en justice par leur fille cruelle. Le jour de l'audience, l'atmosphère dans la salle du tribunal était pesante. Mes parents étaient là avec leur avocat commis d'office, un homme qui avait l'air profondément embarrassé d'être là. Ils avaient revêtu leurs plus beaux habits de misère. Ma mère pleurnichait dans un mouchoir, mon père avait le dos voûté et le regard d'un chien battu. Leur avocat a commencé, parlant d'un simple malentendu familial, qui avait pris des proportions démesurées. Puis, ma mère a été appelée à la barre. Ce fut un véritable numéro d'actrice. Elle a parlé de mon enfance, des sacrifices qu'ils avaient faits, des nuits passées à mon chevet quand j'étais malade. Nous l'avons nourri, nous l'avons vêtu, nous avons payé son école, a-t-elle sangloté. Tout ce que nous demandons, c'est un toit. Juste un petit coin dans la maison de notre fille unique. Est-ce trop demandé? Plusieurs personnes dans la salle semblaient émues. J'ai senti la rage monter en moi. C'était mon tour. Quand Maître Dubois m'a appelé, j'ai marché jusqu'à la barre, le cœur battant la chamade, mais la tête haute. Maître Dubois a été brillante. Elle n'a pas joué sur l'émotion.
Elle a joué sur les faits. Froidement, méthodiquement. Ma cliente reconnaît-elle que ses parents l'ont élevée? Oui. C'est, après tout, l'obligation légale de tout parent, a-t-elle commencé. Mais parlons de ce qui s'est passé après. Les plaignants ont-ils aidé ma cliente à poursuivre ses études? Non. Ils l'ont mise à la porte le jour de ses 18 ans, sans argent ni logement. Ont-ils contribué de quelque manière que ce soit à l'acquisition de son logement actuel? Non. Elle l'a financé seule, après des années de travail acharné. Ont-ils cherché à maintenir un lien familial durant les 10 dernières années? Non. Ils ne l'ont recontacté que lorsqu'ils ont eu des problèmes financiers. Ensuite, elle a sorti les pièces maîtresses. Le rapport de police pour le saccage de mon appartement. Le rapport d'intervention pour la tentative d'effraction avec le serrurier. La déposition du serrurier lui-même. La copie des messages de menaces que j'avais reçus. Votre honneur, a-t-elle conclu d'une voix forte et claire, ce que vous avez devant vous n'est pas un malentendu familial. C'est une plainte abusive, une tentative d'extorsion de fonds et de logement envers une enfant qu'ils ont eux-mêmes abandonnée et harcelée. Nous demandons non seulement le rejet total de leur demande, mais aussi une ordonnance restrictive leur interdisant d'approcher ma cliente à moins de 500 mètres. Le juge, un homme d'une 60aine d'années, a regardé mes parents par-dessus ses lunettes. Son visage était impassible, mais ses yeux lançaient des éclairs. Il a rejeté leur plainte avec une sévérité cinglante, qualifiant leur démarche de « frivole et vexatoire ». Il a accordé l'ordonnance restrictive sur le champ. Le marteau du juge a sonné la fin de leur mascarade juridique. J'ai poussé un soupir de soulagement si profond que j'ai cru que j'allais m'effondrer. Mais en sortant du tribunal, j'ai croisé le regard de ma mère. Il n'y avait ni remords, ni défaite. Il n'y avait qu'une haine pure et la promesse silencieuse d'une vengeance. Leur dernière attaque fut la plus personnelle et la plus destructrice de toutes. La défaite cuisante au tribunal aurait dû être le point final. Avec une ordonnance restrictive en place, je pensais être enfin à l'abri. Quelle naïveté! Ils ne pouvaient plus m'approcher physiquement, alors ils ont trouvé un moyen encore plus pervers de me détruire, en s'attaquant à ma réputation de manière anonyme et sournoise. Quelques semaines après le procès, j'ai été de nouveau convoqué par mon patron. Cette fois, son expression n'était plus perplexe, mais grave. Il m'a tendu un dossier. Lisez ça. À l'intérieur, il y avait plusieurs plaintes déposées auprès des ressources humaines. Des plaintes anonymes, émanant prétendument de plusieurs de mes collègues. Elles m'accusaient de comportements violents, de harcèlement moral, et pire encore, l'une d'elles affirmait avoir reçu des informations selon lesquelles j'avais un casier judiciaire pour violence conjugale. J'ai cligné des yeux, incrédule. C'était un tissu de mensonges si grotesque que c'en était surréaliste. J'ai fait une vérification discrète de mon côté, a dit mon patron d'une voix basse. Évidemment, rien de tout ça n'est vrai. Votre casier est vierge. Mais quelqu'un déploie une énergie considérable pour vous faire licencier. L'entreprise est obligée de lancer une enquête interne. Je tenais à vous prévenir. Mes propres parents. C'était leur signature. N'ayant plus rien à perdre, ils tentaient la politique de la terre brûlée. Si je ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient, alors je n'aurais rien du tout. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. La peur, l'anxiété, la tristesse, tout a été balayé par une vague de froide résolution. C'en était assez. Je n'allais plus me défendre. J'allais mettre un terme à ce cirque, une bonne fois pour toutes. Ce soir-là, je leur ai envoyé un SMS. Un seul. On doit parler. Retrouvez-moi demain à 18h au café, le Central, sur la Grand Place. Soyez là. C'est votre dernière chance de régler ça sans que je porte plainte pour diffamation et faux témoignage. Je savais que l'appât du gain et la peur des conséquences légales les feraient venir. Le lendemain, je suis arrivé au café. Ils étaient déjà là, assis à une table dans un coin, l'air méfiant. Ils avaient mauvaise mine. Ma mère était nerveuse, mon père avait le regard fuyant. Je me suis assise en face d'eux, sans un mot de salutation. Bien, ai-je commencé d'un ton glacial. Finissons. Ma mère a ricané. Ah, maintenant tu veux parler? Après nous avoir traînés dans la boue? Ce que moi je vous ai fait, ai-je répliqué,
ma voix basse mais tranchante. Vous avez débarqué dans ma vie en exigeant ma maison. Vous avez harcelé mon patron. Vous avez saccagé mon appartement. Vous avez menti à la police et à un juge. Et vous venez de monter une campagne de calomnie pour me faire perdre mon travail. Et d'une façon ou d'une autre, c'est moi la méchante. Mon père a remué sur sa chaise, mal à l'aise. On a juste besoin d'un peu d'aide, Chloé. Non, ai-je coupé. Ce n'est pas de l'aide que vous voulez. Vous voulez un plan de retraite. Vous voulez vous servir de moi comme d'un distributeur de billets et d'un hôtel gratuit. Vous m'avez jeté dehors et vous vous êtes fiché de savoir si je survivais. Maintenant que votre petit monde confortable s'est effondré, vous revenez en rampant. C'est non. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Petit monstre ingrat. Avec tout ce qu'on a sacrifié pour toi. Assez, ai-je dit, et montons les a fait taire. Voilà ce qui va se passer maintenant. C'est très simple. Vous avez 3 options. Option 1, vous continuez votre petit jeu, et je dépose plainte pour tout ce que j'ai mentionné. Avec l'enquête interne à mon travail, j'aurai des preuves de votre diffamation. Vous finirez au tribunal correctionnel. Option 2, vous retirez vos plaintes anonymes, vous disparaissez, et je vous verse une somme d'argent, une seule fois, pour que vous puissiez vous trouver un logement et me laisser tranquille à jamais. Option 3, et c'est ma préférée, vous retirez vos plaintes, vous disparaissez de ma vie pour toujours, et vous ne touchez pas un centime. Je les ai laissés mariner dans le silence. C'était la première fois que je prenais le contrôle, que je leur dictais les règles. Ils se sont regardés. J'ai vu l'avidité dans leurs yeux alors qu'ils considéraient l'option 2. Et troisièmement, ai-je ajouté d'une voix encore plus froide, vous disparaissez de ma vie. Pour toujours. Plus d'appels. Plus de messages. Plus de visites surprises. Rien. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Nous ne sommes plus une famille. En fait, nous ne l'avons jamais été. Ma mère a ouvert la bouche, comme un poisson hors de l'eau. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie. Je peux. Et je le fais. À l'instant. Ils ont fini par accepter. Ils ont retiré leur plainte. J'ai bloqué leur numéro, leur profil sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Certains membres de la famille, comme ma tante Isabelle, ne m'ont jamais pardonné. Je l'ai accepté. Les gens qui comptaient vraiment, mes amis, la famille que je m'étais choisie, connaissaient la vérité. Et c'était tout ce qui importait. Cette histoire a été mon combat. On dit souvent que la famille, c'est sacré. Mais j'ai appris que les liens du sang ne vous donnent pas le droit de détruire quelqu'un. La vraie famille, c'est celle qui vous soutient, qui vous respecte, qui vous aime inconditionnellement. Parfois, la chose la plus saine et la plus courageuse que l'on puisse faire est de fermer la porte à ceux qui nous font du mal, même s'ils partagent notre nom. On n'est pas obligé de laisser la porte ouverte au poison. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des situations similaires, où les liens du sang sont devenus des chaînes. Si c'est le cas, et si vous vous sentez à l'aise, partagez votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de liker la vidéo si mon histoire vous a touché et de vous abonner pour plus de récits de vie. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de choisir votre paix avant tout.